Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Génération News. Cette émission qui donne la parole à une jeunesse consciente, une jeunesse qui veut participer à l'éclosion et à l'émergence de ce magnifique continent qui est le nôtre en l'occurrence. L'Afrique, vous connaissez le procédé de l'émission Génération News, scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons évidemment parler du rôle ou encore de l'impact d'un mentor dans notre vie professionnelle. Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de vivre à l'étranger. Faut-il percevoir le fait de vivre à l'étranger comme étant un luxe ou bien une simple succession de réflexions? Et bien les éléments de réponse en fin d'émission. Avec mes invités, ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués pour la plupart. Il s'agit notamment de Genèse. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Plaisir partagé également pour Edwin, vos juristes. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci Régis. Et on termine avec un habitué également, Valentin. Vous êtes écrivain, mannequin. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons démarrer avec la première thématique. On parle du mentor. Edwin, je me tourne vers toi. Déjà, définition des mots, histoire de compléter un peu le sujet. Quand on parle de mentor, ça renvoie à quoi? Et en d'autres termes, quel est aujourd'hui son rôle, sinon son impact dans la vie professionnelle d'une personne? Pour définir simplement l'expression, mentor, on voit ici un guide, donc à quelqu'un de plus outillé que nous, quelqu'un de plus expérimenté, si on peut le dire ainsi, dans un domaine précis. Et si on parle du cadre professionnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé le métier avant nous. Donc, c'est la personne vers laquelle on se tourne lorsqu'on est confronté à une difficulté. Je prends un exemple simple. Si on est comptable, par exemple, notre mentor ici peut être un expert comptable qui a commencé avant nous. Donc, si on est confronté à des difficultés, vu qu'en comptabilité, on utilise beaucoup de logiciels, par exemple, lorsqu'on rentre les données comptables, on peut se tourner vers cette personne pour poser la question ou essayer de comprendre comment ça se passe, pourquoi je suis muté, qu'est-ce que je dois faire à l'avenir pour que ça n'arrive plus. Justement, et par rapport à ça, Valentin, quand on parle de mentor, est-ce que toi déjà, tu en as un? Et quel rôle ce mentor-là joue dans ta carrière aujourd'hui? Dire mentor, ce serait quand même un peu exagéré. Je dirais que j'ai une grande sœur qui est devant moi, qui m'aide quand même à bien faire les choses, comme tu as pu le dire. Dans les choix, notamment que je fais en tant que mannequin, ou encore modèle photo, pour ne pas me perdre, parce qu'il est facile de se perdre dans ce milieu. C'est vrai. Tu vois, ouais. Il peut y avoir plusieurs propositions qui te tombent dessus et à trop vouloir accepter ces propositions, parfois il y en a qui sont OK, il y en a qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont mauvaises, mais à trop vouloir embrasser ou accepter ces propositions, tu finis par faire tout et n'importe quoi et même à t'égarer. Et à la fin, tu finis par perdre ta valeur aux yeux des, je prends dans le domaine du mannequinat, aux yeux des différents créateurs qui ont encore des grandes marques. Ouais. Tu aurais pu être un bon produit, on dit souvent un bon produit, mais à trop accepter, tu finis par perdre ta valeur au niveau du marché. Et pour le coup, on se dit, celui-là, on le voit partout, on veut quelque chose de nouveau. Dans ce milieu-là, c'est la consommation et on veut toujours de nouveaux produits. Et quand ce produit, on le voit tout le temps, malheureusement, tu n'attires plus l'attention. Et quel rôle ta grande sœur joue justement dans ça, quand tu parles de figure et l'impact qu'elle a dans cette carrière qui est la tienne? Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle t'aide dans le choix des contrats, dans les choix justement des partenariats? Comment elle agit dans cette carrière qui est la tienne, évidemment? Je dirais qu'elle m'ouvre un peu les yeux parce qu'elle est également du domaine, mais je vais quand même taire son nom. D'accord. Elle est du domaine, elle est dans ce monde-là également. Et à chaque fois que je vais auprès d'elle pour lui dire que j'ai telle proposition qui m'a été faite, telle, elle me dit OK, toi d'abord, qu'est-ce que tu vois? C'est d'abord mon propre choix qui doit primer avant qu'elle puisse venir dire quoi que ce soit ou encore donner son avis. Donc, quand je dis que celle-là me semble très alléchante, donc je vais y aller là-bas, elle me dit OK, est-ce que ce qu'eux ils te proposent, est-ce que c'est en corrélation avec toi, tes valeurs? Parce qu'il faut
en toute situation, ce que l'on te propose, si ça correspond avec tes valeurs, ok, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Mais si dans tout ce qui est, il y a une de tes valeurs, parce on peut avoir des valeurs, mais il y a quand même des valeurs primordiales. Mm. Donc, si dans l'une de ces valeurs-là que cette entité prône, il y a une de tes valeurs primordiales qui est pour autant mise à l'écart ou bafouée, malheureusement, je vais le laisser. D'accord. Et voilà pourquoi, et demande toujours moi mon avis. Premièrement, on dit toujours, c'est à toi de décider. Parce que c'est pas moi, ta sœur, qui ira. C'est toi. Donc, il faut t'assurer que le choix que tu vas faire, il ne faudrait pas qu'un jour tu puisses regretter parce que sur le tas, tu n'as vu que ce qui pourra t'intéresser. Ouais. Donc, Parce que- elle a vraiment ce rôle-là de, on va dire, enfin, de grande sœur. Elle est aussi, on va dire, là, pour le coup, elle joue le rôle d'agent aussi, quelque part. Oui. Et tant mieux. Genèse, c'est vrai que, voilà, toi, tu es étudiant en journalisme et communication. Il est important parfois pour un étudiant d'avoir un mentor, comme l'a dit Edwin, c'est un peu comme un guide. Voilà, quelqu'un qui nous aide à avancer, hein, et qui corrige parfois des petites erreurs et tout ça sur le chemin vers le professionnalisme. Est-ce que toi, déjà, t'en as un? Est-ce que tu es un mentor? Et comment, justement, tu arrives, ou si tu n'as pas de mentor, est-ce que parfois, tu t'en crées quelque part? Alors, il faut forcément qu'on ait un guide, comme il a dit, que le mentor se définit comme étant un guide. Et moi, lorsque je suis arrivé en première année universitaire, cette première année, je n'avais pas de mentor, voilà pourquoi j'allais un peu dans tous les sens. Mais en licence 2, je suis tombé sur un de mes aînés qui répond au prénom de Stevie Warren, qui va beaucoup donner des orientations, surtout dans le monde du journalisme. C'est lui qui me disait même que, écoute, Cadet, l'école, ce n'est pas qu'à l'école. Voilà, c'est pour dire que même à la maison, tu peux aussi de temps en temps approfondir ce que tu as reçu. C'est exact. Mais l'avantage avec lui aussi, c'est que de temps en temps, c'est lui qui me donnait certaines orientations par rapport à comment il a fait pour pouvoir avancer. C'est vrai, ça me donnait parfois envie de brûler certaines étapes, mais c'était quand même essentiel de faire ce qu'il me demandait de faire, en commençant par les bases, pour aboutir à, on va dire, à ce que je deviens aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu retiens, justement, aujourd'hui, de ce rôle de Warren dans la formation du journaliste que tu es devenu ou que tu es en train de devenir aujourd'hui? Comment aujourd'hui tu pourrais, peut-être pas jauger son impact, mais s'il fallait qu'on aille dans ce sens-là, comment aujourd'hui tu pourrais... C'est quelqu'un que j'appelle papa. D'accord. Parce qu'en voyant tout ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire que même dans le style vestimentaire, j'ai tendance à, parfois, je regarde une de ses photos, j'achète les mêmes vêtements, je refais les mêmes photos et je poste pour lui dire que papa, regarde, je suis sur tes traces. C'est parce que aujourd'hui, il m'influence et on va dire, il m'influence non seulement sur la carrière, mais aussi le comportement, la manière de faire. Donc pour moi, je pense que, et je l'ai même rebaptisé, aujourd'hui je l'appelle l'exemple, parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses que j'ai envie de faire, et j'ai vraiment envie de faire même mieux. Et aujourd'hui, il m'encourage même à faire mieux que lui. Est-ce que un professionnel, Edwin, ou un étudiant sans mentor est quelque part un peu perdu? Est-ce que c'est vraiment une nécessité? Est-ce que c'est vraiment une étape importante dans l'évolution d'un être humain, que ce soit dans le domaine professionnel ou voilà, pour le cas de Genèse, dans le cadre de sa formation? Est-ce que le mentor aujourd'hui est, on va dire, c'est une nécessité? Bon, on peut dire que on a tous besoin d'un mentor si cela est possible, mais ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire, on peut s'en passer. Parce que aussi, il faut le reconnaître, Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Parce que généralement, on risque de louvoyer. Non, mais après, moi, je crois en l'intelligence de l'homme. D'accord. Et je crois en ce que l'homme apprend mieux de ses erreurs, arrive à mieux appréhender les choses après une succession d'erreurs. Parce qu'au moins, il ne va plus tomber. Le mentor, c'est vrai, il nous facilite la tâche. Il est plutôt, oui, tu sais, je suis passé par là avant toi, il faut faire ceci. Après, on a besoin d'avoir nos propres erreurs. Voilà. Mais le monde étant en perpétuelle mutation, en fait, on apprend toujours mieux de nos erreurs que de se faire orienter. Pas que c'est mauvais. Mais je dis juste ici qu'on peut aussi se passer d'un mentor. Il y a des gens qui ont réussi, n'ont forcément pas été orientés. Ils ont rencontré certaines difficultés et c'est ces difficultés-là qui ont fait en sorte qu'ils deviennent ces personnes qu'elles sont devenues par la suite. Comme pour dire que oui, c'est vrai, il faut un mentor, mais attention, quel genre de mentor ou quel type de mentor aussi. Le mentor, c'est comme je l'ai dit, c'est un guide. Mais on peut bien guider la personne
comment on peut mal la guider. Je peux revenir sur mon exemple avec... Du coup, c'est important vraiment de choisir. Oui, mais il faut que ce soit une bonne personne. Je reviens sur mon exemple du départ, du comptable, par exemple. Mm. Alors, comme je l'ai dit, c'est un logiciel, ou du moins les comptables utilisent beaucoup de logiciels. D'accord, j'ai été bloqué lors comment dire, en rentrant des données et je me tourne vers ce mentor-là, si on peut l'appeler ainsi. Alors, il peut me montrer une astuce pour ne plus me tromper la prochaine fois, tout comme il peut me montrer une astuce pour contourner ce problème. Mais le souci, c'est qu'à la fin, lorsqu'il y aura ce qu'ils appellent, je crois, les bilans financiers et tout, le chef supérieur pourra peut-être déceler cette anomalie-là Ouais. que j'ai pu contourner à ce moment, mais qui rattrape par la fin, qui fausse complètement les calculs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la comptabilité, c'est les calculs. Donc, un chiffre mal placé là où il ne faut pas, ça fausse complètement le résultat, quoi. Est-ce que, Valentin, est-ce que le mentor, du coup, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait vraiment cette proximité? Je veux dire, est-ce que si tu as besoin d'un mentor, est-ce que ton mentor doit forcément être là, à côté de toi, ou dans le même pays, ou dans la même ville, dans le même quartier, pourquoi pas? Est-ce qu'un mentor, ça peut être quelqu'un aussi qui nous suit, mais à distance? Je dirais que cette personne peut être également nous suivre à distance, tout comme la personne peut nous suivre en étant tout proche de nous. Est-ce que l'impact, c'est le même? Bon, ça c'est vraiment assez compliqué de répondre à cette question. À distanciel, quand même, si au préalable, on était dans la même zone géographique, Ouais. là oui. Non, mais je peux appeler de temps dans une orientation. Hmm, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. D'accord. Mais à distanciel, je dirais que si premièrement, c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui, enfin, on a eu à se côtoyer pendant pas mal de temps et que la personne est allée ailleurs, là, il n'y a pas de souci. Parce que le fait que cette personne-là soit éloignée de nous, c'est... comment je peux dire ça? Ça montrait quand même une certaine autonomie Ok. de ne pas forcément dépendre de cette tierce personne. Parce qu'il y en a souvent... Et notion de dépendance dans Il y a quand même une notion de dépendance parce qu'il y en a beaucoup qui, arrivé à un moment donné, n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. C'est toujours, je vais demander à mon mentor, je vais demander à mon mentor, je vais demander à mon mentor. C'est ce que je pourrais prendre comme l'exemple de manager, comme tu as pu l'évoquer récemment. Cette personne devient un peu comme notre manager et à trop vouloir avoir l'avis du manager, parfois, on oublie de penser. on oublie de penser par nous-mêmes. Ouais. Trop vouloir avoir l'avis du mentor, on oublie parfois de prendre ses propres décisions. Parce que ce mentor, comme il a si bien le dire, c'est un guide. Un guide ne peut pas s'imposer sur nos choix. Un guide ne doit pas être comme Celui qui fait le le tout. travail à ta place. Oui. Voilà. On doit tout faire, on doit faire les choses par soi-même. D'abord, c'est comme ma soeur a toujours dit, ma grande soeur a toujours dit, je peux te dire de faire X ou Y chose, mais la décision finale te revient. Mm. Je peux te donner tel ou tel conseil. Si tu l'appliques, c'est bien. Si tu n'appliques pas, ça n'engage que toi. Je suis là en tant que conseiller. Le mentor, je pourrais également dire, par exemple, c'est un conseiller. Le conseiller ne va pas dire que non, viens, on va faire ça. Non. Il serait mieux que tu puisses faire ceci si tu veux obtenir tel résultat. Ouais. Et non, tu dois faire ceci ou cela. Non. Un mentor, il doit également être conseillé. Donc, le fait que la personne soit à distance ou en présentiel, ça dépend. Et avoir des affinités, c'est pas une mauvaise chose, mais trop d'affinités, Tu lâches. Voilà, ça suit beaucoup de choses. ça tue. Oui, vas-y. Je voulais revenir. En principe, la notion de proximité dépend juste du niveau. Si vraiment le mentor t'évalue, je pense que au fur et à mesure que tu t'améliores, c'est là où il est censé se détacher pour favoriser cette autonomie dont tu parles. Voilà. Et pour ma part, effectivement, quand j'ai commencé avec mon mentor, souvent je disais bonjour papa, voilà, j'ai besoin de commencer ce travail, je veux que tu m'aides dès l'entame, au cours et à la finalité. Mais aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai connue, ça arrive que je dise juste que j'ai besoin d'une orientation. Et ça s'arrête là. Donc, ça ressemble plus à des cours d'auto-école. Il y a quelqu'un qui t'apprend la conduite, mais à un certain moment, quand tu... Peut-être pas cette maîtrise, mais quand tu t'y connais maintenant, il s'éloigne. Quand tu obtiens ton permis, ça. Voilà. Alors, maintenant, il intervient juste en cas d'orientation, en cas de
quand tu te perds, tu as besoin d'un peu de te retrouver. Voilà, il te donne des petites directives à suivre et puis tu avances. C'est un peu là aussi, où tu parlais tout à l'heure, Edwin, de facilité. Et la facilité, c'est celle-là, en fait, c'est de transposer, en fait, les choses en se disant, bah, le mentor, c'est quelqu'un maintenant qui va travailler à notre place. Nous, on ne fait rien, c'est lui qui connaît. Donc, voilà, il va d'abord faire le travail et en fonction de son travail, je vais apprendre. Et pas forcément l'inverse. Oui, mais en fait, c'est mal vu. C'est comme je disais, ça dépend aussi du type de mentor. Parce qu'en réalité, un mentor, c'est un aiguillon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous guide, qui nous montre le chemin et qui doit être en capacité de pouvoir nous laisser nous déployer à un moment. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir une situation de dépendance vis-à-vis d'un mentor. Non, on peut être buté lorsqu'on rencontre certaines situations. C'est normal, comme il l'a dit, qu'on puisse consulter. Mais pas au point où il devient quelqu'un d'indispensable. Il ne doit pas devenir indispensable. Mais pourquoi et comment on crée justement cette dépendance-là? Mais la dépendance, c'est parce que je ne sais pas comment je peux le dire, mais on est convaincu C'est personnel, qu'on n'est pas sûr de nos capacités. Oui, je peux dire c'est un manque de confiance en soi. On se dit que si la personne n'est pas là, on ne peut rien faire. Qu'on ne peut se déployer que lorsque la personne est là, à nos côtés. Alors que non, on doit pouvoir tirer le meilleur de cette personne, de sorte à ce que si cette personne n'est plus là, on puisse être à mesure de se confronter à toutes les situations. C'est comme ça qu'on devrait prendre la chose. Pas se dire que, ah tiens, j'ai une personne à côté de moi qui, lorsqu'elle est avec moi, je peux faire face à toutes les difficultés. Mais dès que la personne n'est pas là, même si c'est une petite difficulté, voilà. Faut-il, je reste avec toi avant de donner la parole à Genèse. Faut-il voir aujourd'hui le mentor comme étant l'influenceur 2.0? Je ne sais pas trop moi qui ils influencent ou quoi, mais bon, c'est mon avis, ça reste mon avis. Mais en quelque sorte, si c'est l'expression que tu prends, on peut le dire. Entre griffes, c'est un influenceur. Influenceur dans le sens où quand même, on le suit parce que c'est, comme je dis, c'est un guide, c'est un dévancier en réalité. Peut-être l'expression guide aussi, c'est un peu trop fort, mais c'est un dévancier en réalité lorsqu'on parle de mentor. Un dévancier dans un domaine précis qu'on suit aussi. C'est une sorte de référence vers laquelle on se tourne et puis voilà quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont encore des gens qui sont présents? Parce qu'on a l'impression que dans le cursus scolaire, vous avez ce qu'on appelle l'encadreur. Quand vous arrivez au terme de rédiger la rédaction du mémoire et la soutenance, l'encadreur, oui. Mais qu'est-ce qui différencie justement l'encadreur du mentor ou de l'influenceur et tout le reste? Ou bien chacun joue le même rôle, c'est celui d'aider la personne à s'émanciper? Il y a un rôle bien précis, celui de t'aider à atteindre un objectif. D'accord. Par contre, l'encadreur, c'est selon une méthodologie bien directe et bien limitée. Maintenant, en ce qui concerne le mentor, lui, c'est en fonction de tes capacités, en fonction de tes aptitudes. Parce que moi, comme je l'ai dit, je ne cesse de revenir sur mon mentor. Lui, il me dit souvent, qu'est-ce que tu veux au départ? C'est-à-dire qu'avant de lui dire que je veux faire comme... Bon, pas faire comme lui, parce que lui, c'est quelqu'un qui m'inspire. Ouais. En gros, ça rejoint un peu la notion d'influence, mais influence, c'est un peu péjoratif, donc on parle plus en termes d'inspiration. Il m'a beaucoup inspiré, mais je ne dis pas que je suis là pour l'imiter. Ouais, Parce que l'imitation, voilà, c'est ce qu'un... imitation. Très bien, c'est ce qu'un Nelly m'a dit autrefois. Donc voilà, pourquoi je lui dis, bon, tu m'inspires, mais je dois démarrer à partir de moi-même. Et pour revenir justement sur cette différence, comme je l'ai dit, l'encadreur, il est là vraiment il se base sur une méthodologie pour t'aider à avancer. Par contre, avec le mentor, il y a une certaine flexibilité, il y a une certaine liberté. C'est en fonction de tes mouvements, en fonction de ta capacité à pouvoir bouger ou à créer, qu'il est là pour te guider. Et lui, encore une fois, il n'est là que pour te donner des orientations. Cette génération aujourd'hui qui nous regarde sur Génération News, c'est de dire, OK, le mentor, c'est bien, c'est quelqu'un, comme vous l'avez encore souligné sur ce plateau, qui va vous aiguiller, qui va vous apporter en tout cas beaucoup d'informations pour que vous arrivez vraiment au bout de cette formation-là, mais ce n'est pas quelqu'un qui fera le travail à votre place. En quelques mots, vraiment quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Valentin, est-ce que l'IA aujourd'hui est devenue aussi un mentor pour beaucoup de jeunes? Est-ce que les mentors vont disparaître au profit de l'IA?
Je ne pense pas que les montants vont disparaître au profit de l'IA parce que il y en a encore beaucoup qui ont du mal à utiliser l'IA. Ouais. Beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Donc, quand ils se tournent vers l'IA pour poser des questions par rapport à ce qu'ils doivent faire ou dire par rapport à telle ou telle situation, le fait juste de mal poser la question, l'IA donne une autre réponse et n'est pas forcément adaptée. Ouais. Or, le mentor, lui, il saurait comment orienter. Il saurait comment orienter en vue de telle ou telle situation, comme je l'ai dit. Ouais, bah, y a le caractère humain, hein, parce que de l'autre côté, évidemment, ça reste une machine, hein. Voilà. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera de la vie à l'étranger. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous le disais, hein, pour cette dernière partie, on va parler de la vie à l'étranger, en l'occurrence pour aussi bien des investisseurs ou encore pour un étranger ou des émigrés, hein, tout simplement. Comment aujourd'hui s'en sortir lorsqu'on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre? Genèse, tu es étudiant aujourd'hui au Sénégal en journalisme et communication. Cette vie à l'étranger, est-ce que c'est un luxe? Bien sûr, ça s'apparente au luxe. D'accord. Dans quel sens? Dans le sens où il faut avoir effectivement, il faut avoir des moyens pour vivre à l'étranger. Ouais. Franchement, parce qu'il faut s'adapter au coût de vie, parce qu'il y a des lieux dans lesquels on se rend pour vivre où les inflations font vraiment le culte de la vie économique. Il va falloir s'adapter à cela. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un caractère ostentatoire dans la notion de vivre à l'étranger. Ouais. Et dans la notion de luxe, justement, Valentin, est-ce qu'il ne faut pas d'abord définir c'est quoi le luxe dans cette... parce que pour un étudiant, c'est quoi vivre dans le luxe? Et en quoi le fait de vivre à l'étranger est considéré comme un luxe? Alors, je pense que c'est une question d'abord de point de vue. D'accord. Parce qu'il y a la personne qui vit à l'étranger, qui a un point de vue, la personne qui est restée au pays, qui a également son point de vue sur ce qu'est le luxe. Celui qui est à l'étranger se dit, comme Genèse a pu le dire, c'est quelque chose qui, quand même, par rapport aux revenus, ça coûte. Ouais. Et également, là où on va vivre également, ça peut également empirer la situation de nos poches. Donc oui, c'est Oui, parce que le coût du loyer, enfin le loyer nourri, il faut se vêtir, le transport, bref. Ouais. Donc c'est un luxe que certaines personnes ne peuvent pas se le permettre. Oui. Et la personne qui est restée au pays trouve que c'est waouh! X a trouvé un moyen d'aller à l'étranger, X a les moyens. Donc X a le luxe de se permettre un voyage, d'aller vivre à l'étranger et de sur quoi durer là-bas. Or, ils ne savent pas ce que X endure. Ils ne savent pas par où X passe pour survivre. Et c'est tout ça qui fait que cette notion de luxe est parfois mal interprétée ou mal utilisée. Ouais. Donc, il serait intéressant de savoir luxe par rapport à qui? Aux yeux de qui? Moi qui vis à l'étranger, pour moi, je peux dire que c'est tout un luxe. Oui, du simple fait que ça coûte la peau de ça. Excusez-moi l'expression. Donc c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Oui, et liberté ne veut pas dire libertinage. Déjà. D'accord. On est d'accord. Parce que beaucoup pensent que le fait d'avoir cette liberté-là, c'est également avoir accès à cela. Mais non, c'est un luxe déjà d'avoir de la liberté, mais également de pouvoir faire certaines activités qui, au pays, n'étaient pas possibles de faire ou de réaliser. Ouais. Moi, aujourd'hui, en étant au Sénégal, je suis mannequin modèle photo et également auteur-écrivain. Chose qui, au pays, J'étais aussi en diplomatie. Au pays, j'étais un simple Congolais. J'étais l'enfant de mes parents, tout simplement. Donc, j'étais un collégien, un lycéen, j'allais à l'école, je repartais à la maison. Rien de tout ça. Ouais. Donc, le simple fait d'être venu ici m'a permis de me découvrir. Et c'est quand même quelque chose que je peux également considérer comme étant un luxe. D'accord. Donc, c'est ça que moi, je pourrais dire que c'est un luxe également. Est-ce que la perception, Edwin, du luxe, moi je te sens un peu partagé là sur le regard, est-ce que ce n'est pas la perception du luxe qui nous trompe un peu quand on est à l'étranger? Parce qu'on a l'impression que on peut se permettre quelque chose, donc comme on dit, on a le luxe de se permettre certaines choses, mais est-ce que c'est pas cette perception-là aussi qui nous trompe quelque part? Non, cette perception ne nous trompe pas. Et je suis très d'accord avec Valentin lorsqu'il dissocie les choses. Mm. C'est-à-dire le regard de celui qui est resté au pays
et le regard de celui qui vit à l'étranger. Je suis très d'accord avec lui. Et je dirais que pour les deux positions, c'est bel et bien luxe. Pourquoi? Parce que pour celui qui est resté au pays, s'il n'a pas les moyens de pouvoir faire comme l'autre qui est sorti, de se déplacer, d'aller dans un autre pays, ben, c'est tout à fait normal qu'il s'en plaigne. Pour celui aussi qui a pu sortir de son pays pour se rendre à l'étranger, il lui a fallu un certain nombre de moyens et il lui faut des moyens pour rester dans le pays dans lequel il est. Parce qu'il faut le dire, pourquoi on parle de luxe? C'est parce que si on n'a pas de moyens, on ne peut pas se permettre de vivre à l'étranger. Soit c'est parce qu'on a peut-être des parents ou des amis qui nous envoient des sous, ou c'est parce qu'on est obligé de travailler. On ne vit pas à l'étranger, en fait, de l'aide, je ne sais pas moi, des Nations Unies ou de quel organisme. Vivre à l'étranger, ce n'est pas un luxe, mais une succession des réflexions, quelque part. Mais luxe dans le sens où il faut des moyens. Ouais. C'est cela, en fait. Le luxe ici, c'est renvoie aux moyens qu'il faut pour pouvoir vivre. On ne dit pas qu'on ne peut pas vivre à l'étranger, mais il faut des moyens pour vivre à l'étranger. Parce que ne vit pas à l'étranger qui veut, mais qui peut. Et j'ai dit qui peut, c'est parce que soit on a des gens derrière, ou c'est parce qu'on se bat pour avoir les moyens qui nous permettent autant pour moi d'être là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Genèse, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants, parce qu'on va rester dans le cadre, puisqu'on parle Génération News, c'est une émission destinée à cette jeunesse-là, est-ce qu'aujourd'hui, de ce que tu observes, les étudiants ou les élèves de façon générale ont cette perception du luxe dans le sens de l'effort dans le travail? Bien sûr, voilà pourquoi j'ai envie de revenir sur ce que Valentin disait. Il disait qu'au pays, il était un Congolais lambda. Moi, au pays, j'étais un Gabonais lambda, mais je pense qu'on n'est jamais, comme on le dit très souvent, on n'est jamais prophète chez soi. C'est pour dire qu'il a fallu que moi, je que je me déplace, que j'aille ailleurs pour me constituer une certaine crédibilité, pour que ça m'octroie un culte de la personnalité, pour qu'aujourd'hui, je puisse me vanter de dire que je suis journaliste, je suis polyvalent. Donc, je comprends bien, et par rapport à l'analyse, désolé de t'interrompre, je comprends bien par rapport à l'analyse aussi d'Edwin, le luxe, c'est pas forcément lié aux finances, c'est pas forcément financier. Voilà, ce n'est pas l'influence financière. Il y a une certaine influence, comme on dit, les hommes naissent sans valeur, il la crée. Donc il y a cette valeur qu'on crée, pas forcément physique, bien sûr, Ouais. parfois morale, parfois éthique, qui fait en sorte qu'on puisse se dire, oui, j'ai ce luxe de m'être imposé ailleurs. Le simple fait de s'imposer ailleurs dans le point positif, à l'étranger, c'est un luxe qui veut être, comme je l'ai dit. Le simple fait, comme c'est le cas de Valentin, de découvrir ses capacités de mannequin ici. Quand on dit par exemple d'une villa ou d'une maison qu'elle est luxueuse, c'est parce qu'elle a un certain nombre d'éléments qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pareil pour cet étudiant ou pour ce professionnel qui vit à l'étranger. Oui, mais est-ce que ça dépend aussi des moyens? Si supposons que toi, tu vas recevoir 200 000 chaque fin du mois et l'autre reçoit 500 000 chaque fin du mois, est-ce que là, on parle de luxe? Ou bien le luxe, c'est pourquoi je parlais de perception quelque part. Oui, mais le luxe sera ici vis-à-vis de celui qui est resté en fait. Parce que lui, il n'a pas ces moyens-là. Mais c'est pour celui qui reçoit ces moyens. Pour celui qui reçoit ces moyens, c'est peut-être pas pour lui un luxe. Parce que, je sais pas moi, il les reçoit, c'est pas lui qui travaille. Mais est-ce que c'est... Parce que, en fait, ici, c'est quoi? Je pense que cette thématique-là se justifie par, en réalité, quelque chose qui est le regard que nos proches ont, nos proches qui sont au pays, vis-à-vis de nous qui sommes à l'étranger. Comment est-ce qu'ils nous voient? En fait, c'est cela. Parce qu'il faut le dire. Voilà pourquoi j'insiste sur les moyens. OK. Pour eux, on peut le dire ainsi, c'est le fait de ne pas pouvoir être à l'étranger, c'est par manque de moyens. Je ne pense pas que s'ils avaient les moyens ou s'ils pouvaient le faire, ils devaient refuser de se retrouver avec nous. Ils n'ont pas eu les moyens ou ils n'ont pas eu cette chance ou les parents n'ont pas eu assez pour les envoyer à l'étranger. Donc, ils se disent que ceux qui sont là-bas sont comme des privilégiés. Exactement. Et c'est là où on est un peu ce débat-là, je crois. Moi, ça regagne effectivement la notion de ce qu'on montre aux autres. Est-ce qu'on leur montre une vie à caractère ostentatoire pour qu'ils disent que c'est le luxe? Mais le luxe, encore une fois, il y a aussi il y a aussi l'aspect de valorisation. Est-ce que, je parlais en termes de valeur, pardon, est-ce que on va dire les casquettes de Valentin qu'il incarne aujourd'hui, ça constitue un luxe, même si ça n'implique pas forcément... Ouais, parce qu'il est le mannequin et que voilà, si on enlève l'aspect financier, ça reste un luxe, effectivement. Donc, pour moi,
Un luxe de se mouvoir ici, parce que peut-être qu'au Congo, ça aurait été compliqué pour toi. Compliqué. Et aussi pour pouvoir ajouter une autre perception, parce que il faudrait que je puisse définir les perceptions de base, celui qui est à l'étranger et celui qui est resté au pays. Il y a également la perception des autres qui sont Très bien. à l'étranger. La manière dont les autres avec qui je suis dans le même pays me regardent. Cela, pour eux, le fait que je sois mannequin, ou des photos, le fait qu'ils me voient dans les Fashion Week et tout ça, ou encore sur les réseaux, ils se disent que celui-là, il doit mener une vie luxueuse. Or que, bah, pas forcément. Je pense que tout est, bon, comme on dit, tout est une question de perception. Exactement. Le simple fait de se vêtir, vous voyez comment je suis habillé. Quelqu'un qui porte un simple t-shirt et un short peut se dire que, lui, il a ce luxe-là de pouvoir s'habiller. Oui, ça rejoint, premièrement, un point de vue financier, comme Edwin a eu le dire. Ça revient premièrement un point de vue financier, mais il y a également des notions morales. Mais la seule ne sera que mis que sur le point de vue financier. Parce que les gens ne voient que ce qu'incarne la personne. Ouais. Ils ne voient pas forcément ce qui est valeur. Premièrement, comme on dit, on juge un livre parfois par sa couverture. Donc, le simple fait de voir que X s'habille d'une quelconque manière peut se dire que, lui, il a ce luxe-là de se permettre de s'habiller ainsi. C'est-à-dire qu'il a les moyens. D'accord. Par définition, le luxe est rattaché aux moyens financiers, c'est tout. Premièrement. Après, il y a la notion de valeur et tout ça là. Il a une certaine éthique, il a de bonnes valeurs. Waouh! C'est un luxe également. Mais encore pour qui? En fait, comme on dit, c'est vraiment une question de perception. Oui. Edwin, est-ce que justement, parce que tu as un peu résumé, effectivement, moi, en préparant cette thématique-là, j'étais beaucoup plus parti sur le regard de l'autre. Parce que généralement, c'est l'autre qui nous montre des choses qu'on estime parfois être simples, mais pas simplistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle du regard, pourquoi aujourd'hui les pseudo-influenceurs? Parce que même quand on voyage, on a toujours besoin de montrer à l'autre où je suis, ce que je fais de mon voyage, ce que j'achète de mon voyage. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement d'Internet, avec l'avènement aussi des influenceurs, renforce aussi cette notion d'associer étrangers, en fait, de vivre à l'étranger avec le luxe? On voit évidemment nos gens qui nous postent des trucs à Dubaï, un peu partout. Est-ce que tout ça aussi, on a toujours besoin de faire le lien entre l'équation? On ne peut malheureusement pas les dissocier. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que ça, c'est vital pour ces personnes-là de montrer leur vie de luxe à Mais l'étranger? parce que malheureusement, c'est la société qui est ainsi. D'accord. C'est-à-dire, on est dans une société qui vend, j'ai envie de dire, du rêve aux autres, où on persuade les autres qu'on ne peut être épanoui, par exemple, En parce quittant le pays. en quittant le pays. Dans le pays. Et donc, il faut bien des artifices pour accompagner tout cela. Et les artifices, c'est quoi? C'est comme tu l'as dit. Si on voyage, on va à Dubaï, on va, je sais pas moi, dans quelle île. Les États-Unis. Les États-Unis, en Jamaïque, au Portugal, au Maroc, au Sénégal. Il faut bien qu'on montre que là où on est, c'est pas juste pour une simple balade, par exemple. Ouais. Qu'on vit une certaine vie. Donc, on va se filmer dans certains endroits bien choisis. On va se filmer en train de consommer certains plats bien choisis. Mais derrière, les gens verront parce que, par exemple, on peut laver les assiettes pour pouvoir s'offrir une sortie. Ouais. Mais on va jamais filmer cela. Voilà. Pour pouvoir rajouter, il y a une expression gabonaise qui dit le proving. Que prouver? Et malheureusement, à l'ère où on est aujourd'hui, on aime trop prouver qu'on vit une telle vie, alors qu'au fond, ce n'est pas la réalité. Mais c'est surtout qu'on on résume la réussite aujourd'hui à sa capacité à voyager, à aller voilà. Ouais, beaucoup on dit toi que voilà, tu as une vie plus Malheureusement, c'est ce que l'on voit. Il y a ces personnes qui sont restées au pays, qui, quand je vois ce qu'ils font, c'est quand même ça montre également leur réussite à un certain niveau. Mais moi, parfois, je les envie. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pas que je les envie d'une manière négative, parce que là, il y a également une manière négative et positive. J'envie parce que la manière dont cette personne-là arrive à se mouvoir dans le pays, ou encore à découvrir certaines choses que moi, j'aurais bien aimé découvrir également, je ne peux pas y avoir accès parce que je suis à l'étranger. Mais d'autres personnes diront que non, mais toi, tu es à l'étranger, tu vois mieux que moi. Mais toi qui es là-bas, toi aussi, tu vois mieux que moi. Comme tu as pu le dire, c'est une question de point de vue. Mais malheureusement, on ne profite jamais assez de ce que l'on vit.
C'est ça qui est triste dans tout ça là. C'est Le vrai. simple fait de voir, de considérer que l'autre mène une vie luxueuse, mais malheureusement, au final, on oublie de vivre pleinement. C'est triste, mais tout se résume à ça. Voir et vouloir prouver que je mène telle vie, je mène telle vie. Genèse a dit tout à l'heure, je ne vous montre que ce que je veux. Mmh. Si je suis bien habillé, je vais dans un endroit chic, là par exemple je suis sur un plateau de télé, je prends une photo, je mets sur les réseaux, je mets une petite légende, la vie des caméras. Ouais. Quelqu'un qui est au pays, qui n'a pas forcément eu La chance d'aller la chance d'aller sur un plateau de TV, et là, bah, Valentin, ou encore que sur sa page ne propose pas de contenu, ouais. voit ce que moi je propose, se dit waouh, lui doit mener une belle vie. Et encore, cette personne peut se dire que non, lui doit gagner beaucoup d'argent pour passer à la télé. Quelles peuvent être les limites, Edwin, de cette vie apparentée à l'étranger, le luxe, les dangers? Bah, les dangers, c'est que pour la personne qui est à l'étranger, si elle prête attention à ce qui se dit parce qu'elle est à l'étranger et qu'elle rentre dans ce que Valentin appelait le proving, elle peut être amenée à faire des choses qui sont forcément pas bonnes sur le plan éthique. Ouais, éthique et morale. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle entretienne cette image qu'elle vend aux gens qui n'est pas la réalité. Alors qu'il faut être réel. Et même que là encore, même en étant réel, c'est souvent difficile. Parce que moi, j'ai le problème, en fait. J'ai le problème, c'est que Génération News, que je remercie de m'avoir fait découvrir des personnes comme Valentin, Genèse, Régis et d'autres qui passent par ici, Mm. me met dans quelle situation? C'est qu'on se dit vraiment que, voilà comment on le dit, j'ai réussi ma vie. Oui, non, parce qu'on te voit tout le temps là. On me voit à la télé, voilà, j'ai réussi ma vie, je suis quelqu'un. Ouais. Une autre, oh, la star, la star. Je dis, mais c'est quelque chose. Pour moi, je vois ça comme quelque chose de simple. Ouais. C'est-à-dire, Génération où je me sollicite, je suis disponible, je viens, je réponds à l'invitation, on partage avec les autres, on échange, et puis ça s'arrête là. Nos actions ou encore la vie de luxe qu'on mène doit œuvrer en parallèle avec l'authenticité. Ça évite de créer un complexe chez les autres, enfin chez les uns, et ça évite de faire en sorte que nous-mêmes, on cherche à vivre au-dessus de nos moyens. Ouais, parce que ça peut être l'un des dangers, et des dangers vouloir vivre au-dessus de ses moyens, surtout quand on est à l'étranger, quelque part aussi. Genèse, je reste avec toi, parce que Edwin et Valentin sont allés dans deux thématiques hyper intéressantes, notamment la notion financière et la notion financière et la notion d'aide derrière aussi. Les parents, naturellement, ce sont eux qui envoient de l'argent, c'est cette aide financière-là. Comment aujourd'hui les étudiants peuvent se mouvoir aussi pour essayer de limiter un peu ça, pour mener sa vie de luxe? Parce que tu vas pas mener une vie de luxe avec l'argent que papa envoie, parce que généralement c'est bien, c'est calculé comme on dit dans le jargon, parce qu'il faut payer la maison, la nourriture, le transport, l'école, la scolarité. Et donc généralement il ne te reste pas grand-chose pour vivre cette vie de luxe. Les aînés les plus conscients, c'est-à-dire ceux qu'on vient trouver à l'étranger, je dis bien les plus conscients, on a l'expression qu'on dit, il faut se faire là, c'est-à-dire il faut se chercher, il faut se débrouiller pour ne pas dépendre de l'argent de papa et maman. C'est surtout si tu veux avoir cette vie de luxe, quoi. C'est pas tout vraiment. Si on veut vraiment avoir une vie de luxe comme on souhaite et de se croire à l'étranger, le mieux serait de créer, de se chercher, de se débrouiller pour avoir ses propres moyens. Ouais. Comme ça, avec ou sans l'argent des parents, on a notre propre vie, on a un style de vie qu'on veut mener de notre propre gré. Ouais, parce que c'est trop facile de vivre une vie de luxe avec l'argent des Voilà, c'est papas. pas facile, mais il y a une certaine limite au bout d'un moment. Et je pense que lorsqu'ils nous envoient cet argent, c'est aussi limité pour des besoins bien apparents. Le loyer, l'école, si possible, et uniquement la nourriture. Maintenant, après, il y a le Wi-Fi, après, il y a le transport, mais ça, c'est limite à ça. Mais pour nous, les jeunes, on veut aller au restaurant, on veut aller... On va aller s'amuser. Voilà, et tout ce qui va avec, je pense que là, ça émane de nos propres moyens. Et donc, pour ça, je pense qu'à l'étranger, il faut au moins avoir cette notion de faire peut-être des stages rémunérés ou d'avoir des bricoles, comme on dit en jargon, pour nous permettre, pour faciliter la tâche aux parents. Voilà, ça fait au moins qu'ils ont 50% des tâches à assumer et pour nous-mêmes, on a 50% des tâches à assumer. Tu parlais d'éthique avant de donner la parole à Valentin pour clore cette émission. Tu parlais d'éthique et tu parlais de morale aussi. Ça renvoie à quoi quand on est à l'étranger? C'est quoi? C'est au respect des institutions lorsqu'on est dans ce pays-là. Ça reste aussi un luxe, quelque part, de
d'avoir cette éthique-là, cette éthique morale? Bah, c'est tous ces points-là. Il faut respecter le pays dans lequel on est. Et le respecter, c'est quoi? C'est se conformer aux lois et aux règlements. Il faut respecter les personnes avec qui on vit dans ce pays-là. Il faut pas avoir cette air que certains ont souvent de se dire parce que je suis pas de ce pays, donc je dois me comporter d'une certaine manière. Non, il faut respecter ce qui est fait. On est par exemple en période de Ramadan. Il y a des choses qu'on ne fait pas pendant le Ramadan. Exactement. Il faut c'est juste respecter ce qui est établi, quoi, et se conformer, c'est tout. La vie de luxe, en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, je vais te laisser le soin de clore cette émission. Valentin, en quelques mots. La vie de luxe n'est pas donnée à tout le monde. D'accord. Si vous voulez mener une vie de luxe, démerdez-vous par vos propres moyens. Surtout en tant qu'étudiant, évitez de vivre, pour dépendre des parents, sur l'argent qu'ils envoient pour des besoins bien spécifiques. Malheureusement, beaucoup vivent de ça et profitent de cet argent-là pour faire, comme on dit, la folie. Ou encore le break, comme on dit, dans le jargon congolais. Mais ça ne profite pas, au fait. C'est un court plaisir qui, quand ça va finir, retour à la réalité. Cherchez votre argent par vos propres moyens, de manière éthique et respectable. Ne pas détériorer votre personne ou votre identité. Le message est bien passé, mon cher Valentin. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Edwin, merci encore. Une personne à saluer vite fait. Oui, ma famille du côté des Mangongo. D'accord. Genèse. Oui, monsieur et madame Moka du côté de Libreville au Gabon. D'accord. Valentin. Coco Donatella. D'accord. On salue Donatella. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et d'ici là, menez une vie de luxe, mais de façon évidemment ordonnée et en suivant Médian TV Afrique. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur nos antennes.